Bon, donc, je vais commencer. Donc aujourd'hui va être un peu spécial puisque je vais faire. Mon cours va durer juste 1 heure. Ensuite, il y aura une petite pause et ensuite John Otem fera un exposé de séminaire sur un sujet qui n'est pas particulièrement relié au cours. Donc aujourd'hui, je vais parler de décomposition de la diagonale. Alors, je vais prendre mon temps pour expliquer la notion, les différentes variantes et le formalisme associé. C'est une machine qui a été mise en place essentiellement par Bloch et Srinivas et qui est très utile dans le contexte plus général de la théorie des cycles algébriques. Donc, je vais prendre une variété X. Je vais la prendre lisse parce que dans les applications, pour faire agir les correspondances, on a besoin que ce soit lisse. Lisse. Donc, de dimension n, bon, elle sera forcément connexe par la définition. Alors, je dis que x admet. Oui, alors donc on constate tout de suite que la diagonale de x, donc c'est une sous-variété de dimension n, donc ça admet une classe. C'est aussi de codimension n, donc ça admet une classe dans un groupe de Chow de x par x. Et la définition, c'est que x admet une décomposition. Alors là, je peux être vraiment sur n'importe quel corps, en particulier sur un corps non algébriquement clos. Donc, alors je précise de Chow de la diagonale. Donc, si on peut écrire dans ce groupe chez CHN de x croix x, alors je choisis un point x, donc ce sera soit un point défini sur notre corps, soit plus généralement on peut utiliser un zéro cycle de degré 1, mais défini sur le même corps. Donc peut-être là je mets corps. Donc si delta x s'écrit comme la somme x croix x plus un reste gamma. Donc ça c'est une égalité dans CHN de x croix x, avec la condition que gamma, alors donc gamma c'est un cycle de codimension n, donc c'est une somme sigma de ni gamma i, avec les gamma i des sous-variétés de dimension n dans x croix x, et on demande que les gamma i ne dominent pas par x par la première projection. Et donc, de façon équivalente, on peut écrire que gamma est supporté sur d croix x, où d est un sous-ensemble algébrique. Donc propre, fermé, propre. Voilà. Bon, c'est équivalent, puisque là, si je sais ça, je peux prendre pour D l'union des images PR1 de gamma I. Voilà, donc c'est la définition. Donc la première chose à faire, c'est de voir que ça ne dépend pas du choix de X. Et ça résulte du lemme suivant. Si x admet une décomposition de la diagonale, alors CH0 de x est égal à z engendré par x. Et bon, le coefficient z, ça va être donné par le degré. Alors je donne la démonstration dans le cas où je vais supposer que x est projective. Donc ça, c'est un formalisme qui va intervenir tout le temps. Maintenant, les cycles, alors donc on va prendre une correspondance z dans CHN de x croix x, donc agit sur CHx, donc en préservant le degré, la codimension ou la dimension, alors là je prends l'action en bas, z étoile d'un cycle petit z, c'est PR2 étoile
de PR1 étoile petit z intersecté avec la correspondance z. Alors maintenant, on a ici cette égalité de cycle, donc on va faire l'action, on va regarder donc l'action des cycles des deux côtés sur CH0 de x. Donc on part de notre égalité ici. Et donc ça va nous donner que donc on va faire agir les deux termes sur CH0 de x. Bon, à gauche, on a la diagonale, donc on va trouver que pour, si on part d'un zéro cycle z dans x, la diagonale agit par l'identité, donc on aurait z égale. Alors le terme x croix x, bon, on voit immédiatement que son action sur z, ça va être comme ceci. Et puis le dernier terme, gamma étoile z, ce terme-là, il est clairement 0 parce que je peux supposer mon zéro cycle z, en le bougeant, je peux supposer qu'il n'appartient pas à l'image au diviseur d, donc à l'image du support de gamma. Et donc finalement, ça c'est une égalité dans CH0 de x. Et donc voilà, on a montré ce qu'on voulait ici. Donc voilà, donc on a une définition, c'est très bien, c'est indépendant du choix de x. Maintenant, on peut se demander jusqu'à quel point il y a une sorte de réciproque à cet énoncé-là. Et c'est là que démarre, on peut dire, l'histoire de Bloch et Srinivas. Donc, le semi-réciproque au lemme. Alors, bien entendu, si le corps est trop petit, on n'espère pas du tout une réciproque, parce qu'il n'y aura tout simplement pas assez de zéro cycle, de points pour vérifier. Mais le résultat principal, enfin le principe, on peut dire, de Bloch-Srinivas entre en action lorsque le corps est suffisamment gros, de sorte qu'on a vraiment beaucoup de points. Et donc là, il va falloir supposer que x est sur un corps K, et mettons que ce corps K est au moins, donc on va dire algébriquement clos, et de degré de transcendance infini sur un corps plus petit K. Et puis il peut être Q ou un corps fini. Là, et donc à ce moment-là, le résultat de Bloch et Srinivas. Alors, je fais toujours les dates, je crois que c'est vers 1984 peut-être. Dit la chose suivante, si CH0 de x, donc x, je vais peut-être préciser xk, est égal à z, c'est-à-dire tous les points. Alors là, comme le corps est algébriquement clos, ça équivaut à dire que tous les points sont rationnellement équivalents. Bon, si le corps n'est pas algébriquement clos, ce n'est pas équivalent parce qu'il y a des zéro cycles qui ne viennent pas de points définis sur le corps. Là, le corps est algébriquement clos, donc c'est cette situation-là. Alors, X admet une décomposition de la diagonale à coefficient rationnel. Alors, coefficient rationnel, c'est tout simplement que là, partout, je mets des coefficients rationnels. Bon, là, je n'ai pas besoin de mettre des coefficients rationnels, mais là, le gamma sera un cycle à coefficient rationnel. Et là, je vais considérer les groupes de Chow à coefficient rationnel. Alors,
Donc ça, ce théorème, c'est pas du tout difficile, je vais donner l'explication, mais ça a eu finalement beaucoup de conséquences parce que, par exemple, la première motivation de Bloch et Srinivas, c'était de donner une nouvelle preuve très élégante d'une généralisation du théorème de Mumford sur le fait qu'une hypothèse comme ça, CH0 de x égale z, entraîne que toutes les formes algébriques de x, de degré strictement positif, sont nulles. Et donc, mais après, le même formalisme, finalement, est apparu avoir bien d'autres conséquences. Alors, donc, démonstration. Bon, donc, le point important, c'est qu'à cause de cette hypothèse, x est défini sur un corps plus petit. Sur un corps K', qui est un engendrement fini. Sur K. Donc, je vais peut-être préciser qu'on a une version de x qui est définie sur ce corps K'. Et maintenant, donc, on va considérer le corps L, qui est le corps de fonction de x sur K'. Et les hypothèses sur K font que L admet un plongement dans K. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que oui, alors le corps K', je peux bien sûr, dans cette histoire, le choisir. On va supposer qu'il y a un point. Donc, je peux supposer que x a un point x sur K'. Et à ce moment-là, donc, sur le corps plus grand, sur L, je vais avoir d'une part le point générique, état x, on va dire état x K', qui est un point dans x de L. Et puis, on a le point x, alors étendu de x K' à L. Alors, j'ai ces deux points là qui sont définis sur L. Et maintenant, ce que dit mon hypothèse, c'est que, eh bien, le point état x est égal à xl. Alors maintenant, je devrais plutôt... alors maintenant, dans CH0 de xk. Donc je fais l'extension comme ça, et puis donc, je vais avoir une flèche comme ceci. Alors maintenant, il y a une chose importante à savoir, c'est que ceci entraîne en fait, il existe n tel que n état x est égal à nx dans CH0 de xl. Alors ça, c'est un fait général que quand on fait comme ça une extension de corps, si on regarde l'application induite au niveau des groupes de Chow, eh bien, le noyau est de torsion. Alors, pour se convaincre de ça, eh bien, donc si l'extension de corps qu'on fait est purement transcendante, ce n'est pas très difficile parce que ça veut dire que géométriquement, il faut penser géométriquement dans ce cas-là, on a des cycles sur notre x et les envoyer les voir comme des cycles dans un x, xk, si k est un corps de fonctions transcendantes pures, ça revient à les tirer sur x croix, mettons, AK par exemple. Et donc là, le fait que le noyau soit trivial, c'est simplement parce que vous pouvez restreindre ensuite à une fibre de votre AK et vous avez en fait une rétraction. Et ensuite, l'autre cas, c'est lorsqu'on prend une extension algébrique. Donc, lorsque l'extension de corps est une extension algébrique, et à ce moment-là, il y a effectivement de la torsion dans le noyau, mais on voit ça
le noyau est encore de torsion, et on voit ça en appliquant un argument de trace. C'est-à-dire quand vous faites une extension algébrique de corps, vous avez un cycle qui devient 0, et bien ensuite vous ramenez votre cycle sur la variété initiale par une opération de trace qui a pour effet de multiplier par le degré de l'extension algébrique. Enfin bon, bref, c'est une généralité. Bon, moi j'aime mieux peut-être penser géométriquement à ce genre d'énoncé, mais ce n'est pas très important. En tout cas, on a ceci. Et maintenant, c'est fini parce qu'on va réinterpréter ça géométriquement. Je vous rappelle que le L, c'est le corps donc K' de X. Donc c'est un corps de fonction. Et du coup, CH0 de XL, c'est la limite sur tous les ouverts de Zariski, ouverts denses, alors ça c'est la même chose que CHN de XL, de CHN de croix X. Et quand on voit les choses comme ça, ben ces points qui sont définis au-dessus du point générique, c'est tout simplement les limites. Donc le eta x, c'est la limite sur les ouverts de Zariski, dense, de la diagonale. Et notre XL, c'est tout simplement la limite sur tous les U continus à X de U croix petit x. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, l'égalité qu'on a ici nous dit que eh bien, tout simplement, n delta i, enfin, il existe un ouvert U, on a cette limite directe. Donc, Zariski, dense, tel que n delta x restreint U croix x est égal à n x, alors U croix x dans CHN U croix x. Et finalement, donc on a la suite exacte de localisation. Qui va nous dire que, donc si j'appelle D le complément, donc le complément de l'ouvert U, eh bien n delta x moins est égal à n x croix x plus un certain gamma. C'est dans CHN de x croix x. Et le gamma est supporté sur d croix x. Là, d croix x est vu comme le complémentaire de u croix x dans x croix x. Voilà, et donc ça montre exactement ce qu'on voulait. Et donc on voit que le n qui apparaît ici, c'est le n qui apparaît aussi lorsqu'on fait le changement de corps de ce corps de fonction qui n'est pas algébriquement clos vers le corps K. Voilà, donc ça montre le bloc Srinivas. Et vous voyez que ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas vraiment tout à fait une réciproque. Il y a le fait qu'on a dû passer à coefficient rationnel. Et c'est ça qui est bon pour nous, parce que du coup, on va essayer. Donc on a en tête de produire des invariants birationnels ou birationnels stables. Et on va jouer sur le fait que les variétés rationnellement connexes qu'on va regarder, ou unirationnelles, vont certainement satisfaire ceci sur un corps algébriquement clos. Mais justement, on va exploiter la possibilité qu'en fait, il n'y ait pas de décomposition de la diagonale à coefficient entier. Oui,
tout à fait. On va dire la raison pour laquelle je dis lisse, c'est que j'ai en tête de faire agir les correspondances. Et donc, là, dès qu'on veut faire ça, je pense qu'il faut... Alors, exactement la même démonstration va donner le résultat suivant. Alors, il y a donc une autre définition qui a été formulée par Howell, Colliot-Hélène, Paré-Malin, récemment, 2013, par là, 2012-2013. Donc, définition X a un groupe CH0 universellement trivial. Bon, alors notre X est toujours sur le camp. Si, alors on va dire X ça va au moins. Bon, il existe un X dans X de K, ou bien il existe un zéro au cycle de degré 1. Quelle que soit, pour toute inclusion de corps, ici, eh bien, CH0 de XL est engendré par la classe de ce point. Et si vous regardez la démonstration en particulier, c'est la fin de l'argument ici, on a le résultat suivant, donc proposition qui est dans cet article, que X a une décomposition de Chow la diagonale. Si et seulement si, eh bien, CH0 de X est universellement trivial. Donc la preuve est exactement la même. La ruse consiste à prendre pour L le corps de fonction de X. Alors, bon, évidemment, je vais me concentrer, chacun défend ses intérêts, je vais me concentrer sur la notion de décomposition de la diagonale. La raison pour moi, c'est que quand vous avez une décomposition de la diagonale, bon, vous avez la version dans Chow, puis après, vous allez avoir, en appliquant différentes classes de cycles, plus ou moins raffinées, vous allez avoir différentes versions dans des groupes de cohomologie. Et du coup, on va voir que avoir une décomposition de la diagonale, disons, est une condition très restrictive, et les restrictions qu'on va voir apparaître peuvent être en particulier de nature cohomologique. Bon, dans la formulation CH0 universelle, on est, le problème, c'est qu'il faut savoir calculer les groupes de Chow. Alors, les groupes de Chow, c'est magnifique, mais en général, on ne sait pas trop les calculer. Ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qui est universel, qui ne dépend pas finalement du type de corps qu'on a. Et puis après, on peut utiliser différents types d'applications classe de cycle pour tirer des conséquences. Donc c'est pour ça que j'aime bien la formulation en termes de décomposition de la diagonale. Bon, mais avant de voir justement les restrictions imposées par l'existence d'une décomposition de la diagonale, évidemment, la première chose à faire, c'est d'expliquer pourquoi c'est intéressant pour notre problème de l'urode généralisée, de distinguer les variétés rationnellement connexes des variétés rationnelles ou stablement rationnelles. Il faut remarquer la chose suivante. Donc, proposition. Donc, avoir une décomposition de Chow de la diagonale. Donc, est une propriété. Alors,
irrationnel stable de x, mais là encore une fois, faire attention, sinon c'est complètement faux, de x lisse projective. Alors, donc démonstration, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, donc, il suffit de vérifier donc l'invariance sous, je remplace x par x croix et r, ou bien sous les éclatements. Donc on remplace x par un éclaté le nom d'une sous-variété lisse z. Alors, sous, alors on va mettre A et ici B. Alors pour A, bon, d'abord il y a le fait que PR admet une décomposition de la diagonale. Bon, on devrait préciser c'est n'importe quel corps. Elle est tout à fait explicite parce que vous calculez, on connaît très bien les groupes de Chow de ce truc-là. Et on a donc, on sait que la diagonale, c'est sigma de H1 puissance I, H2 puissance R moins I. Ça dans CHR de PR croix PR. Où H1 c'est PR1 étoile C1 de O de 1 et H2 c'est PR2 étoile C1 de O de 1. Donc on a cette décomposition et de toute évidence ça donne une décomposition de la diagonale avec là lorsque lorsque I est égal à 0 vous allez trouver le terme grand X croix petit x. Et puis tout le reste, eh bien, quand le I est strictement supérieur à 0, ben, c'est des choses qui ne dominent pas la première composante. Et puis ensuite, il y a un énoncé un petit peu plus général, qui est peut-être une sorte de sous-lemme. C'est que x croix y admet une décomposition de la diagonale. Si et seulement si x et y admettent une décomposition de la diagonale. Donc, si je fais y égale l'espace projectif, je conclus en particulier que x admet une décomposition de la diagonale, c'est seulement si x croix PR admet une décomposition de la diagonale. Alors là, le sous-lemme, d'abord, c'est clair que si x admet une décomposition de la diagonale et y en admet une, le delta de x croix y, c'est delta x croix delta y, donc voilà, on combine les deux et ça va donner ce qu'on veut. Dans l'autre sens, si on sait que x croix y admet une décomposition de la diagonale, la remarque à faire, c'est que, bon, je fais comme ça, donc je vais, bon, peut-être... Voilà, donc on sait que x croix y amène une décomposition de la diagonale, donc ça va me produire un certain dy contenu dans x croix y. Et la remarque, c'est que je peux récupérer le delta x. Alors je vais prendre un point, y dans y qui est mettons, sur notre corps K, mais qui n'est pas dans des y. Donc, enfin, c'est pas exactement ça que je veux. Enfin bon, je vais prendre un point dans n'importe quel point dans Y. Et donc, le fait est que le delta x, on peut le retrouver en faisant delta de x croix y, en restreignant, donc ça c'est contenu dans ce produit, et on va restreindre
x croix y croix x croix grand y. Donc là, maintenant, on est dans x croix y, et ensuite, on va reprojeter ça sur x croix x. Donc tout ça, c'est une formule au niveau des groupes de Chow. Et donc, bon, si on applique cette formule, on voit qu'une décomposition de la diagonale pour x croix y va donner une décomposition de la diagonale pour x. Voilà, donc ça c'est pour A, là, comme ça. Et puis pour l'autre, pour les éclatements, plus généralement, donc si phi de x' dans x est un morphisme donc birationnel. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un vrai morphisme. Alors c'est exactement la situation d'un éclatement comme ça. Eh bien, x admet une décomposition de la diagonale. C'est seulement si x' admet une décomposition de la diagonale. Et la raison, c'est que, eh bien, d'une part, delta x, du fait que le morphisme ici est de degré 1, on trouve que delta x est la même chose que phi étoile de delta x'. Là, bon, les deux sont de dimension n. Et puis, dans l'autre sens, on va tirer en arrière. Alors, c'est pas vrai qu'on a ça. Mais ça, c'est vrai là où phi est un isomorphisme. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai sur au-dessus de l'ouvert de x, au-dessus duquel phi est un isomorphisme. Et donc, la conclusion, c'est que, en fait, tu vas avoir un terme résiduel dans ce tiré en arrière. Et ce terme résiduel, il est supporté sur, en fait, E croix... Alors d'ailleurs, en fait, comme c'est la diagonale, E croix E, où E égale est le diviseur exceptionnel de x', c'est-à-dire que x' moins E est isomorphe à x moins le lieu, moins un certain lieu qui est éclaté, quoi. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a ces deux, alors bien sûr, bon là, du coup, la décomposition de la diagonale pour x' va donner une décomposition de la diagonale pour x, à cause de cette formule. Et maintenant, si j'ai une décomposition de la diagonale pour x, eh bien, ça va en donner une pour x', du fait que ce terme R, il est déjà supporté sur un E croix x', donc il va venir s'ajouter, tirer en arrière, la décomposition de la diagonale pour x. Voilà, donc là, je pense que là, on a... Alors, bon, du coup, alors on voit évidemment l'enjeu, puisqu'il s'agit de montrer que cet invariant birationnel est intéressant, en particulier pour des variétés rationnellement connexes ou unirationnelles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que cet invariant, cette condition, donc on va le voir maintenant, cette condition gouverne des tas d'invariants birationnels qu'on a introduits à 1 dans les leçons précédentes. Alors donc, ce que je vais faire justement, c'est distinguer donc les invariants qui sont gouvernés par une décomposition cohomologique de la diagonale et une décomposition de Chow de la diagonale. Une des raisons pour faire ça, c'est que actuellement, on ne connaît pas d'exemple de variétés admettant une décomposition cohomologique de la diagonale et pas de décomposition de Chow de la diagonale.
Alors, peut-être. Alors maintenant, je vais faire K égale C. Comme je l'ai dit, bien entendu, je pourrais faire d'autres corps, mais à ce moment-là, il faudrait faire de la cohomologie étale et donc faire des coefficients ZL. Mais personnellement, j'aime mieux faire sur C et pouvoir utiliser les coefficients Z. Donc, définition. Donc, X a une décomposition, admet. Alors là, vraiment, une décomposition. Donc, X sur C. Une décomposition cohomologique de la diagonale. Si, alors c'est la même condition qu'avant, sauf que au lieu d'avoir une égalité de classe dans les groupes de Chow de x croix x, on va demander l'égalité dans la cohomologie. On va prendre des classes de C, on va demander l'égalité dans la cohomologie de x croix x. Donc maintenant, c'est des classes de cohomologie de Betti. Donc, plus gamma. Donc, dans. Alors, mon x va être lisse de dimension n. Là, je prends donc la cohomologie de Betti de x croix x, à coefficient dans Z. Ou, comme avant, le cycle gamma est supporté sur d croix x avec des donc un fermé propre. Alors dans la pratique, je vais prendre pour D un diviseur qui ne change rien à la généralité. Alors, voilà, donc maintenant, ce que je veux faire, c'est... Alors bien sûr, il y a la variante... donc, que je noterai temps sur Q, où on demande tout ça, mais gamma sera un cycle à coefficient rationnel, et on demande à la fin l'égalité de classe à coefficient rationnel. Alors, une autre évidence, c'est que X admet une décomposition de Chow. Entraîne que X admet une décomposition cohomologique. Voilà, donc ça c'est simplement comme ceci, en prenant dans la décomposition de Chow de la diagonale, on prend les classes de cycle. Et comme je l'ai dit, je ne connais pas, moi je pense que ça doit exister, enfin, je vais essayer d'expliquer qu'a priori l'existence d'une décomposition cohomologique de la diagonale a des conséquences plus faibles que l'existence d'une décomposition de Chow de la diagonale. Je pense qu'il doit exister des variétés admettant une décomposition cohomologique de la diagonale, mais pas de décomposition de Chow. Mais en fait, c'est un problème assez difficile pour la simple raison qu'à coefficient rationnel, on s'attend à ce que ce soit des conditions équivalentes. Et ça, c'est à cause de la conjecture de nilpotence. Donc, du coup, ça devient forcément un problème assez subtil, quoi. Voilà, donc bon, là, ce que je veux faire, c'est expliquer les obstructions à une décomposition cohomologique ou de Chow de la diagonale. Donc, théorème, alors je vais distinguer en deux parties, vous verrez pourquoi je fais A et B. Donc, si X admet. Non, alors justement. Une décomposition cohomologique de la diagonale. Alors là, X est lisse projective. Alors donc, A, bon, d'une part, HI0 de X égale 0, donc quel que soit I supérieur à 0. Alors là, je vais peut-être indiquer,
cette conséquence-là, elle était déjà obtenue, comme je l'ai dit, par Bloch et Srinivas. Donc en fait, pour cet énoncé-là, j'ai juste besoin d'une décomposition cohomologique à coefficient rationnel. Donc c'est pour ça que ici, je vais mettre donc tenseur Q suffit. Bon, j'ai précisé à chaque fois parce que, évidemment, c'est assez important de savoir quelles conditions on utilise. Alors, donc, 2. La torsion de H2 de XZ est nulle. La torsion de H3 de XZ est nulle. Je ne précise pas, évidemment, H0 et H1 parce qu'ils n'ont jamais de torsion, donc c'est automatique. 3. Eh bien, l'invariant, alors, donc on va le décrire comme ça, c'est même encore a priori plus fort. HDG4 de XZ est algébrique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstruction à la conjecture de Hodge, même un coefficient entier. Alors, déjà, le tenseur Q, c'était dû à Bloch-Srinivas. Ça disait déjà quelque chose de non trivial, à savoir que la conjecture de Hodge à coefficient rationnel était satisfaite. Peut-être mettre aussi 4, l'application de la Bell-Jacobi sur les cycles de codimension 2 et surjective. Voilà. Ça, c'était déjà fait par Bloch et Srinivas, c'est tenseur Q suffit. Et maintenant, B. Eh bien, B, bon, alors, il y a des conséquences sur la torsion de haut degré, mais en fait, je pense qu'elle résulte de la dualité de Poincaré et du théorème de changement de coefficient. Mais bon, je peux toujours préciser, mais je pense que ça va être entraîné par ça. Alors, donc, ça va donner torse H2N-2 et torse H2N-1 de XZ égale 0. En fait, je pense que c'est déjà entraîné par ça, si on réfléchit évidemment. Et 2, alors là pour le coup c'est vraiment différent. Eh bien le groupe HDG 2N-2 de XZ est égal à H2Z-2 de XZ. Alors là en fait je n'ai pas besoin de mettre HDG parce qu'en fait c'est toute la cohomologie qui est du Hodge. Pardon, là. Donc toute la cohomologie ici entière est algébrique. La dernière chose qu'on peut dire, c'est 3. Alors maintenant, on va prendre l'application de la Bell-Jacobi sur les 1 cycles. Donc là, c'est des cycles de codimension n-1, là c'est des cycles de codimension 2. Alors maintenant, on va dans la jacobienne J3 de X, donc c'est ce que j'appelle J3, c'est aussi J2N-3. Donc c'est des cycles de codimension n-1 et surjective. Et encore une fois, là, le tenseur Q suffit. Alors, ça c'est vraiment... Alors, vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai fait A et B, c'est parce que on va partir de la formule pour la décomposition cohomologique de la diagonale, donc qui est comme ceci. Delta x égale x croix x plus une certaine classe gamma, et ce gamma est supporté sur un d croix x.
Alors la première chose à faire, c'est de remarquer que il existe, alors quitte à changer le D, il faut faire un petit peu attention, il existe un D tilde, donc ça c'est une désingularisation de notre D, il y a un gamma tilde, donc supporté sur enfin, donc il existe un D tel que pour un choix de désingularisation des tildes, il existe un gamma tilde supporté sur D tilde croix X avec taux avec taux voilà. Bon, là, c'est un peu. Ça, c'est vraiment un point clé des cycles algébriques. Quand vous avez. Le problème de notre D, c'est qu'en général, il va être singulier. Donc, quand le gamma est supporté sur D croix X, il ne va pas forcément. Bon, on va vouloir désingulariser le D, parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des correspondances entre des variétés lisses, surtout si on veut utiliser ensuite les classes de cycle, l'action des correspondances, etc. Bon. Mais le problème, c'est que quand vous avez donc, un cycle sur une variété singulière, et quand vous désingularisez, le cycle ne va pas forcément se relever. La difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est si votre cycle est supporté sur le lieu singulier, ou a une composante supportée sur le lieu singulier. Et à ce moment-là, quand vous éclatez, bon, par exemple, imaginez un cas où votre variété n'est pas normale, quand vous la désingularisez, vous allez séparer les branches, et au-dessus de votre cycle, là, vous avez un truc comme ça, là, votre cycle est là. Quand vous allez les séparer, eh bien, votre cycle il peut être remplacé par un revêtement double de ce cycle, et du coup, il ne se relève pas. Ça, c'est vraiment un problème absolument essentiel. Bon, ce que je dis simplement ici, c'est que si je regarde un peu attentivement la définition que j'ai faite, je peux m'arranger pour que le D ne soit pas singulier génériquement le long de Z, de gamma, enfin plutôt de l'image de gamma. Enfin, il faut faire ça composante par composante, mais c'est ça l'argument. Et du coup, ce problème, si c'est lisse génériquement le long du cycle gamma, bien, on va pouvoir relever notre cycle à une désingulation. Donc ça, c'est évidemment c'est très important, parce que du coup, cette égalité-là, elle était difficile à utiliser tant que le cycle était supporté sur D croix X avec un D singulier. Au contraire, une fois qu'on a remplacé ça par cette situation, je vais réécrire l'égalité sous la forme delta x égale x croix x plus, alors là je vais mettre, donc je vais noter J le composé, là, donc qui va de D tilde vers x, de classe de gamma tilde. Et là, c'est vraiment la classe de gamma tilde, donc qui est maintenant dans H2Z-2 de D tilde croix x. Donc, cette égalité est dans H2N de x croix x z. Voilà, déjà, rien que pour écrire ça, j'ai besoin d'avoir la licité de D tilde pour avoir une classe de cycle qui est dans ce groupe-là. Alors, et maintenant, toutes les conséquences dans A vont être obtenues en faisant agir cette égalité étoile sur la cohomologie de X. Alors justement, donc on va faire... on a deux actions, qui est l'action... donc, si je prends une classe alpha dans H2n de x croix x z, eh bien, il y a une action alpha étoile de la cohomologie de x vers la cohomologie de x. Je devrais mettre un point. Donc, ce alpha étoile, c'est toujours la même formule, hein. Alpha étoile d'une classe étant, c'est PR1 étoile de PR2 étoile étant que produit avec notre classe alpha. Et puis, il y a l'autre action que je vais appeler alpha étoile en bas, qui va dans l'autre sens.
qui inverse l'ordre des deux facteurs. Donc c'est PR2 étoile de PR1 étoile donc état que produit avec alpha. Et donc essentiellement donc A donc, est obtenu, enfin tous les numéros ici est obtenu en faisant agir donc les deux termes dans l'égalité étoile donc par l'action donc étoile en haut, et au contraire B on va faire agir par l'action étoile en bas. Alors donc allons-y. Donc maintenant je regarde A. Maintenant je prends état dans H donc HL de X Z, et donc je fais agir tous les termes par l'action étoile en haut. Et donc je vais trouver, là encore une fois la classe de la diagonale agit par l'identité, donc je vais trouver état donc état, et alors ici maintenant je vais mettre l'action de ce terme x croix x, mais ce terme se factorise, donc ça va faire x croix x étoile état, mais il faut voir que ceci c'est égal à 0 si le coefficient L, si le degré L est supérieur à 0, parce que cette action évidemment se factorise par la restriction à la cohomologie du point x. Et puis, maintenant, il faut voir un peu comment agit ça, mais ça, c'est... Bon, il faut peut-être réfléchir un tout petit peu, mais bon, la formule, c'est ça. Ici, on trouve J étoile, et puis, là, j'ai un gamma tilde étoile état. Bon, alors, j'aurais dû évidemment donner l'action des correspondances pour, plus généralement, quelque chose dans un Y croix X. Voilà. Et donc là, le Y, ça sera le D tilde. Et en tout cas, donc ici, c'est cette action que j'utilise, et il faut voir que cette action, elle décroît le degré de moins 2. Donc ça, on est dans HL-2 de D tilde Z. Et puis ensuite, il y a le morphisme de Gysin, J étoile, qui repousse d'un degré 2. Donc on a finalement toutes ces égalités. Et la conclusion, donc maintenant je vais me concentrer ici, c'est que la cohomologie de degré strictement positif qui apparaît. Et donc ce terme-là ne va pas apparaître, et donc on va pouvoir utiliser cette égalité-là. État égale J étoile, donc de gamma tilde étoile. État. Donc dans HLB de XZ. Alors, donc là, donc alors, allons-y, là, 1. Donc, pour 1, bon, ben, si je prends maintenant un état dans HI0 de X, donc ma formule étoile va me dire que état égale avec I supérieur à 0, donc L supérieur à 0, état égale J étoile, gamma tilde étoile état. Et ça, ça devrait être dans le H I-1 de D tilde. Et ça, c'est 0. Donc, je trouve que l'état égale 0, donc ça vous donne le 1. Et bien entendu, vous voyez que clairement, j'aurais pu utiliser tout ce formalisme tenseur-Q avec le même résultat. Donc, pour le 2, eh bien, je prends maintenant un état dans la torsion de H2 ou H3, la cohomologie de Betti. Donc, je vais trouver que état égale J étoile gamma tilde étoile état. Et ce truc-là, ça va être dans la torsion de, alors respectivement,
H0 ou H1 de D tilde. Et ça, on a déjà vu que ce truc-là n'a pas de torsion. Donc la conclusion, c'est que ceci vaut 0, donc état égale 0. Bon, pour le 3, le 3, ça va être l'argument qu'on a déjà vu. Maintenant, état dans HDG 4 de x, z, eh bien, état, c'est J étoile, gamma tilde, étoile de état. Et ce truc-là, maintenant, c'est dans HDG 2 de D tilde z. Et c'est là que le théorème de Lefschetz sur les classes 1,1 nous dit que, donc ça c'est Lefschetz, hein, nous dit que ça ce sont des classes algébriques sur le D tilde. Et du coup, donc, cette classe-là est algébrique, et a fortiori, quand je la pousse par G étoile, elle est algébrique. Voilà. Et puis, donc, pour le... Bon, alors là, je suis horriblement en retard, parce que je voulais quand même vous montrer ce qui se passe avec Cho. Donc, je vais peut-être accélérer. Bon, ça, de toutes les façons, je reviendrai dans la dernière leçon là-dessus, vraiment toute l'analyse de la décomposition cohomologique de la diagonale en termes d'application d'Abel-Jacobi. Et puis tout ça, c'est un peu exercice, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser l'action par le z étoile en bas. Et c'est pour ça que toutes les dimensions vont être remplacées par des codimensions. Donc après, la formule pour le z étoile en bas, ça va être remplacé par dans cette formule que j'ai utilisée tant de fois là. Eh bien, donc ici, là, eh bien, donc, si on fait agir étoile par l'action z étoile en bas, ce qu'on va trouver, c'est état égal. Alors donc, maintenant, il faut supposer que degré de état est inférieur à 2n. Et on va trouver que état est égal à, que je ne dise pas de bêtises, gamma tilde étoile de j étoile état. Et donc après, ça va jouer sur le fait que quand on tire en arrière le état sur des tildes, eh bien, tout ça va, bon, tous ces invariants-là vont s'annuler sur le d tilde. Donc ça va être plutôt des arguments sur la grande codimension, ou si vous voulez petite dimension. Voilà, donc alors maintenant je termine en disant, en expliquant, tout ça c'était des conséquences. Ah oui, alors peut-être quand même, important pour la suite. Un premier corollaire, c'est qui vient déjà de ça. Corollaire, donc si vous prenez X. Un solide quartique, donc un solide double quartique d'Artin-Mumford. On a vu que c'était une variété de dimension 3 avec des singularités quadratiques ordinaires. Et donc on prend une résolution des singularités. Alors X tilde n'admet pas de décomposition cohomologique de la diagonale, et a fortiori pas de décomposition de Cho de la diagonale. Et donc ça c'est déjà impliqué par le fait qu'on a montré que la torsion de H3B de X tilde Z est différente de 0.
Donc ça vous donne des exemples de variétés rationnellement connexes qui n'admettent pas de décomposition de Chow de la diagonale. Donc, en particulier, cette implication qu'on avait vue de Bloch-Srinivas, qui était à coefficient rationnel, n'est pas vraie à coefficient entier. Alors je termine en énonçant, je ne veux pas donner la démonstration, les démonstrations sont vraiment les mêmes. Les conséquences plus fortes, a priori, qu'on obtient si X admet une décomposition de Chow de la diagonale. Donc, théorème. Si X, alors toujours projective lisse, admet une décomposition de Chow de la diagonale. Alors, c'est pareil, hein, il va y avoir A, B, selon qu'on fait agir par l'action étoile en haut ou l'action étoile en bas. Là, par exemple, on va trouver que HINR de X à n'importe quel coefficient est égal à 0, quel que soit A. Bon, A, c'est un groupe abélien, et I, c'est... Alors, 2, bon, par exemple, bon, il y a vraiment des choses assez subtiles qui peuvent apparaître, mais bon, je ne vais peut-être pas trop. Donc, par exemple, bon, au niveau de l'application de Bell-Jacobi, phi x, donc CH2 de x ohm vers J3 de x, avec un isomorphisme. Alors en fait, il se trouve que cet énoncé, il est déjà vrai si on a une décomposition de Chow tenseur Q de la diagonale, mais ça, c'est vraiment pas du tout trivial. Donc, bon, on va peut-être pas continuer indéfiniment. Ici, il y a d'autres conséquences assez curieuses. Donc, encore une fois, ça va jouer plutôt, ce n'est pas les mêmes degrés qui vont apparaître. Mais alors, il y a des groupes qu'on n'a pas trop regardés, ce sont ces groupes-là, HP de X bar, et là je vais mettre HN de A, donc égale 0. Et là pour, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est P inférieur à N. Donc N égale N, c'est la dimension de X. Alors, ces groupes sont assez mystérieux. On en avait parlé dans notre papier avec Colliotte-Hélène. Et on ne sait pas trop si ces groupes-là peuvent être non triviaux pour des variétés rationnellement connexes. Mais le fait est que bon, si vous appliquez tout ce formalisme en faisant l'application Z étoile en bas, vous allez obtenir une annulation comme ceci. Et c'est lié au fait que le Hn de D tilde va être égal à 0 parce que le D tilde, lui, est de dimension n-1. Et on a vu que ces faisceaux-là, ils sont nuls au-delà de la dimension de variété. Il y avait un dernier point que je voulais signaler. Oui, ça justement, ça c'est des questions que j'aimerais bien regarder. Le groupe des 1 cycle, pardon, des 1 cycle homologue à 0 modulo équivalence algébrique. Donc ça c'est... Ce groupe-là est égal à 0 si on a une décomposition de Chow la diagonale. Mais pareil, on ne sait pas si ce groupe peut être non trivial pour des variétés rationnellement connexes. Ça, c'est un peu mystérieux. Bon, après, bon, il y a d'autres... Je vais peut-être m'arrêter là. Oui. Il y a d'autres choses qu'on peut fabriquer. Bon, par exemple, si vous regardez ce groupe-là, si vous prenez l'application d'Abel-Jacobi, donc CH1 de X ohm vers la jacobienne J3 de X, et si vous prenez la torsion de ce truc-là, et bien ça c'est 0. Encore une fois, je ne sais pas si ça peut être non trivial dans certains cas. Alors pourquoi
Pourquoi on peut obtenir ça? C'est parce que grâce à la décomposition de la diagonale, eh bien, on va plonger ce CH1 de X dans le CH0 de D tilde. Et pour les zéro cycles, c'est le théorème de Rothman qui dit qu'il n'y a pas de torsion dans le noyau de l'application d'Albanese pour les zéro cycles. Et donc là, c'est toutes des applications où j'ai essayé d'insister sur le fait qu'on avait vraiment besoin de la décomposition de Chow par opposition à la décomposition cohomologique. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas actuellement d'exemple où on s'est montré qu'il y a une décomposition cohomologique et pas de décomposition de Chow. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai pris un peu de retard, je suis désolée. Il est là. Où est-ce qu'il est? Ah oui.